Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette dernière après-midi, quatrième édition du Forum économique breton. J'espère que vous avez bien déjeuné, que vous êtes en forme et pas trop en digestion. On va tâcher de vous réveiller et puisqu'on parlait de digestion à l'instant, on va parler d'alimentation et comment bien nourrir la planète demain en commençant bien sûr dès aujourd'hui. Vous continuez de réagir bien sûr avec le hashtag FEB 2023. Vous continuez de consulter la programmation de ces 2 jours exceptionnels, très mobilisés pour cette économie régénératrice que nous évoquons évidemment depuis hier matin, sur le site fe-breton.bzh bien entendu. Alors, évidemment, on va parler de cette thématique, comment bien nourrir la planète demain. On fait face très clairement à une double problématique. D'un côté, nourrir les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes aujourd'hui et les 10 milliards que nous serons en 2050 et de l'autre, réduire bien sûr la pression que nous mettons sur nos écosystèmes. On fait en effet un point de basculement qui nous oblige à repenser la façon dont nous produisons, dont nous distribuons et dont nous consommons. Les enjeux ici sont immenses et à la fois interconnectés. L'ensemble des témoins qu'on reçoit sur ces scènes depuis hier matin finalement nous donnent espoir dans ce bon alignement de planète, dans cette façon de travailler en bonne intelligence, dans cet accélérateur de particules différenciées que sont notamment les territoires et la région Bretagne. Pour en parler avec nous, merci d'accueillir nos 3 grands témoins, que je vous demande d'accueillir chaleureusement avec vos applaudissements bien entendu. Audrey Bourrelot, Julien de Normandie et Benoît Jiménez. Et bonjour à tous les 3, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir évidemment de vous accueillir sur cette scène de la 4e édition du Forum économique breton. Audrey Bourrelot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne conseillère agriculture, pêche, forêt et développement rural à l'Élysée. C'était entre 2016 et 2019, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en 2019, vous cofondez avec Xavier Niel, je ne vous le présente pas plus, Hectare qui est un établissement d'enseignement supérieur, un accélérateur pour start-up et une ferme pilote. Vous allez nous raconter comment tout ça tient dans une seule et même boîte. Objectif, former les agriculteurs de demain et mettre à leur disposition les technologies de pointe. Vous détaillerez aussi, donnerez quelques illustrations pour que nos amis soient bien au fait de tout ça. Julien de Normandie, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également, ingénieur agronome de formation, mais surtout connu évidemment pour avoir été ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de 2020-2022. Je parle sous votre contrôle. Vous êtes aujourd'hui Chief Impact Officer chez Sweep. Et Sweep a été créé en 2020. C'est une start-up qui aide finalement, qui est une plateforme de gestion de l'ESG et d'aide à la réduction des émissions carbone, à la fois pour les entreprises et les collectivités locales. Vous nous donnerez aussi évidemment des illustrations de cette activité que vous incarnez pleinement aujourd'hui. Enfin, Benoît Jiménez, bonjour Benoît, merci beaucoup d'être avec nous. Le local de l'étape, bien entendu, directeur de la transformation durable chez Roulier, groupe familial indépendant créé en 1959, dont le siège, je le disais, est basé à Saint-Malo, acteur international, spécialiste de la nutrition animale et végétale, mais pas que. Quelques chiffres clés, évidemment, on aime les KPI, les indicateurs quand on est journaliste économique. Plus de 10 000 collaborateurs. Vous commercialisez vos pays dans plus de 125 pays à travers le monde. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 7 marchés donc agroalimentaires, algologie, énergie renouvelable, magnésie, nutrition des sols, des plantes, production animale, plasturgie, etc., etc., etc. Benoît Jiménez, peut-être premier mot déjà pour aller poser le chapeau, donner un petit peu le cadre. En quoi, alors je vous provoque un petit peu, mais en quoi Rouliez est légitime pour parler de ce sujet-là? Dites-nous en quelques mots. Et puis la constitution de ce casting-là, de ce panel que vous avez souhaité. Racontez-nous. Bien, alors déjà, bonjour à tous. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de ce Forum économique breton. 2 jours ici à Saint-Malo où on peut rencontrer l'ensemble de l'écosystème breton et bien plus. C'est une véritable bulle d'oxygène après ces congés d'été et une reprise qui va être particulièrement efficace. Alors la question, comment nourrir la planète demain ? C'est une question qui est centrale. On sort de 2 crises. On sort pas réellement en réalité, mais on sort de la crise Covid-19. On est toujours dans cette crise Russie-Ukraine. Des crises qui ont été des chocs systémiques pour le secteur agricole et qui peut remettre
enfin en tout cas interroger sur la capacité de ce secteur alimentaire, de ce secteur agroalimentaire, agricole, à répondre à cet enjeu de bien nourrir demain. Vous parliez de nourrir effectivement 10 milliards d'êtres humains en 2050, nourrir aussi en qualité sur pas mal de tables rondes, c'était un des sujets centraux. Et puis également le respect du défi des limites planétaires. Et effectivement, on considère au sein du groupe Roulier qu'on a un rôle très important, un rôle sinon central à jouer dans la résolution de cette équation, nourrir beaucoup, nourrir en qualité, nourrir en respectant les limites planétaires. Et il m'importait de pouvoir justement présenter, démontrer quelles étaient les solutions qu'on était capable de proposer à ce défi-là. Alors la constitution de cette table ronde, pour moi, elle a été tout à fait naturelle. Avec Audrey, on travaille depuis maintenant 1 an et demi, une collaboration entre le groupe Roulier et Hectare. Le sujet de l'innovation pour nous est central et le lien avec les startups qui sont toutes pourvoyeuses de technologies très intéressantes et qui peuvent être justement embarquées dans nos solutions pour être des réponses aux défis du changement climatique notamment, mais d'autres également défis. Je pense notamment à la biodiversité, je pense notamment aux enjeux de pollution, on en parlera tout à l'heure. Et puis enfin, Julien Denormandie, monsieur le ministre, forcément, pour le sens est clair, une vision, je dirais, stratégique de l'impact des politiques publiques, de la capacité des politiques publiques à accompagner des entreprises et des secteurs comme les nôtres. Et puis enfin, son engagement au sein de son entreprise Sweep sur la décarbonation qui fait tout à fait du sens et du lien avec le sujet. Merci Benoît pour ce mot d'introduction, c'est important évidemment de rappeler cette thématique. Audrey, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter l'invitation de Benoît de Roulier là, sur cette thématique, là, de venir prendre la parole sur ce forum économique breton? C'est la première fois que vous venez, au même titre que le ministre. Hein. Tout à fait. Et effectivement, le groupe Roulier a été au début de l'aventure Hectare. Et on a partagé un double constat. Celui, on y reviendra, de l'environnement, de la neutralité carbone. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup discuté dans toutes les tables rondes. Et autre chose, c'était aussi le social. On va avoir 160 000 fermes à reprendre dans les 3 ans en France. Au niveau européen, il reste 10 millions d'agriculteurs, 4 millions en 2040. Et donc, il va falloir trouver les talents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a envie de former ces talents-là avec les outils de leur temps. Le digital, c'est dans les champs pour mesurer la biodiversité, l'environnement, l'innovation. Et c'est aussi dans l'organisation du travail. Très rapidement, et c'est vraiment un message que je veux porter aujourd'hui, on va devoir collectivement évoluer sur ce qu'on voit être un agriculteur. On a un défi majeur sans précédent de renouvellement des générations. On connaît tous l'exploitant familial, avec une reprise familiale. Statistiquement, si on regarde les travaux d'un sociologue qui s'appelle François Purseigle, ça sera plus que 20% de nos exploitations. Et chez Hectare, et notamment dans les profils qu'on accompagne, on a 3 types de nouveaux profils. Des nouveaux entrants qui ne sont pas héritiers de leur terre et de leur foncier, et que quand je dois mettre le financement de mon foncier, de ma terre agricole, qui reste la moins chère d'Europe en France, et que je veux me payer un salaire, il n'y a plus aucun modèle statique qui marche. Il faut énormément se diversifier, énormément de créer de valeur. Le 3e type de profil, c'est des personnes qui gardent la terre, mais qui décident de faire de la délégation de services, c'est-à-dire un cahier des charges, et de laisser des entreprises de travaux agricoles opérer. Et ça, c'est des choses qu'on voit arriver de plus en plus. Et enfin, certains groupes de l'aval réfléchissent à de l'intégration verticale, c'est être eux-mêmes propriétaires du foncier et commencer à intégrer parce qu'on va avoir un enjeu majeur de préservation de nos terres. Donc c'était évident pour nous de participer parce qu'on a à la fois ce défi de nouveaux profils et il va falloir les outiller. Et pour passer ces structures de coûts, je crois que c'est le trait d'union entre nous 3. L'enjeu carbone, il est présent dans toutes les industries. Il va falloir quantifier notre capacité à décarboner du champ à l'assiette. Et puis aussi mesurer les impacts positifs que sont la biodiversité. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir d'être là aujourd'hui. Bon, Julien Denormandie, même constat, même approche, même compréhension des enjeux aussi. Après les affaires publiques que vous avez évidemment conduit dans le cadre de votre mandat, aujourd'hui, mettre votre énergie, vos connaissances, votre expertise sur ces sujets-là chez Sweep, c'est ça qui vous anime, qui vous fait lever le matin? Écoutez, d'abord, merci à vous pour votre invitation et ravi de retrouver beaucoup de visages ici, dans cette belle ville de Saint-Malo. C'est vraiment un plaisir que de participer à cette table ronde sur un sujet ô combien important, comment bien nourrir notre planète. Audrey l'a très bien dit, c'est sûr que parmi les défis auxquels on est confronté, celui du climat est évidemment à la croisée de tous les chemins. Alors c'est très bien parce qu'il fait très très beau aujourd'hui à Saint-Malo,
Et très chaud, trop chaud. Et très chaud, mais est-ce totalement normal? Probablement pas. Et on voit bien à quel point aujourd'hui l'un des défis de l'agriculture, c'est évidemment le climat, parmi beaucoup d'autres. Comment arrive-t-on à produire de manière beaucoup plus décarbonée? L'agriculture est l'un des secteurs pourvoyeurs de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'utilisation des engrais avec ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, que ce soit dans le domaine de l'élevage avec le méthane issu des animaux. Et c'est un constat qu'il faut affronter, qui ne doit pas nous conduire à de mauvaises solutions, mais bien au contraire nous conduire à ce qu'on appelle des systèmes soutenables, des systèmes durables, à croire dans la science, dans l'innovation pour trouver ces solutions. Et effectivement, après cette vie politique passionnante, je me suis tourné sur ces thématiques carbone en rejoignant une start-up qui travaille avec des entreprises, d'ailleurs ici à Saint-Malo, qui vise à se dire comment fait-on pour réussir justement à cette décarbonation qui est absolument essentielle, qui est souhaitée bien évidemment par les régulateurs au niveau européen, au niveau national, mais qui est souhaitée et demandée par l'ensemble des citoyens que nous sommes. Nous n'avons de toutes les manières pas le choix. Cette durabilité du système, qu'il soit économique ou alimentaire en son sein, doit conduire à réussir cette décarbonation de manière significative. Et beaucoup de solutions sont sur la table aujourd'hui, que ce soit sur des pratiques agronomiques, des pratiques au sein des entreprises. Beaucoup d'innovations sont en cours aussi. Probablement, beaucoup de choses doivent être faites pour donner une valeur à tout cela. Audrey l'a très bien dit, tant que la valeur carbone, le poids carbone, que ce soit dans les objets que vous achetez, dans les productions que vous achetez ou tout autre service que vous demandez, tant que cette valeur carbone n'est pas complètement prise en compte, en fait, ce sera beaucoup plus difficile d'arriver sur cette décarbonation, ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone. C'est l'une des facettes de Bien nourrir demain. Évidemment, ça n'est pas la seule. Audrey Bourlot, alors je vous fais réagir là, rapidement parce que souhaiter, désirer effectivement par le législateur, par la puissance politique ou par la volonté politique, c'est bien incarné ici notamment par la présidence, on l'a bien compris, souhaité par l'opinion publique, donc finalement très bottom. Entre les deux, il y a les acteurs économiques, il y a les opérateurs. Est-ce qu'ils ont le même désir? Est-ce qu'ils ont la même maturité sur ces sujets? Mais je crois qu'on partage tous le fait que les agriculteurs savent faire dans les champs. C'est quand même une excellente nouvelle. On sait stocker du carbone dans nos champs. Et après, c'est la rémunération des pratiques. Aujourd'hui, de toute façon, on voit bien que les normes extra-financières dans les entreprises, vous faites toutes des reportings financiers, mais de plus en plus, ça va être imposé avec les nouvelles directives. On va compter ce qui comptait peut-être pas assez avant, en fait. Le carbone, la biodiversité, et moi je rajouterais aussi la haute valeur sociale, parce qu'on ne fera pas tout ça, encore une fois, sans bien rémunérer nos agriculteurs. Donc on rajoute une nouvelle comptabilité dans cet exercice-là. Et on rémunère ce qu'on avait appelé, nous, les paiements de services environnementaux, tout ça. Et donc toutes les entreprises sont engagées là-dedans. Je pointe juste, parce que la table ronde était sur la souveraineté alimentaire, un point de préoccupation. Nous, on fait donc, vous l'avez compris, tourner beaucoup de modèles économiques de transition. Aujourd'hui, on va avoir un enjeu d'arbitrage à l'échelle de territoire et plus globalement nationalement. On va avoir besoin de nos terres agricoles pour se nourrir, comme toujours, si je puis le dire, mais aussi pour s'habiller et pour produire de l'énergie. Il va falloir 2 fois plus de biomasse, c'est le terme un peu technique, à des fins qui ne sont pas des fins alimentaires. Et forcément, quand je fais tourner mes modèles, c'est plus rémunérateur de utiliser les terres agricoles à des fins énergétiques ou pour d'autres types d'usages, cosmétiques, habillement. Et donc, quand on parle de souveraineté alimentaire, il va falloir qu'on arrive aussi à hybrider ces modèles. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est bien l'un et l'autre. Ça va permettre de ramener de la rémunération, mais tout ça doit être organisé. Et donc, vous imaginez, si je reporte tout ça sur les épaules de l'agriculteur, il va gérer de la complexité. Et c'est là où la data, l'innovation, va nous permettre de passer, en fait, ces modèles de transition qui seront forcément plus vertueux, mais aussi peut-être plus complexes. Et moi, j'appelle l'agriculteur vraiment un entrepreneur du vivant, parce que, comme tout chef d'entreprise, il va devoir gérer plusieurs productions, plusieurs débouchés, pour arriver à passer sa structure de coût. Bon, pardon, je pousse le raisonnement jusqu'au bout, parce que je vous provoque un petit peu aussi également. Est-ce que le risque, c'est pas in fine qu'on n'ait que des producteurs d'énergie et plus aucun agriculteur dans ce pays ?
Ouais, il y a quand même des... Si je suis votre modèle et qu'on arrive à embarquer les gens par le levier de la rémunération uniquement et par la comptabilité, je vais y arriver. Il y a aujourd'hui quelques réglementations, notamment sur les cultures qui sont cultivées à des fins énergétiques, mais c'est vrai que demain, ça sera une question d'arbitrage collectif, d'arriver à bien associer ces modèles. Et moi, je pense que c'est tout à fait conciliable de faire les deux, si c'est bien organisé, si c'est planifié. On parle souvent de planification écologique, et c'est très important de l'anticiper et de le prévoir, parce que c'est aussi une chance de pouvoir boucler ces cycles énergétiques. Il y a des agriculteurs qui stockent du carbone. Ce matin, j'ai eu la chance de faire la visite du site Roulier. Il y a une chaudière biomasse avec du bois. Quand je regarde notre pays, la France, on a 50% de notre pays, ce sont des terres agricoles, 30% de la forêt. C'est quand même une chance incroyable. Donc il suffit juste de s'organiser avec les entreprises du territoire pour boucler ces fameux cycles. Et moi, j'y vois une source forte d'opportunités. On va revenir évidemment sur ces sujets dans un instant avec vous. Je voudrais, avec Benoît, qu'on revienne sur cette question, évidemment, comment bien nourrir la planète en répondant à la fois à l'enjeu de sécurité, ça a été évoqué, un sujet de souveraineté, bien entendu. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, les chaînes agroalimentaires ont tenu. Tout le monde s'est posé la question, s'est rué d'ailleurs sont rués sur certains produits, ce qui faisait d'ailleurs plutôt rompre les chaînes. Les acteurs de l'agroalimentaire ont tenu, le coup était présent. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour tenir dans ce contexte de raréfaction des ressources, notamment de dépendance vis-à-vis d'un pays qui s'appelle la Russie, d'abord d'un sujet de fertilisation? Oui, tout à fait. J'abonde dans... Et vous êtes concerné, directement concerné chez Roulier. J'abonde dans vos propos. Je le disais en introduction, les deux crises successives, choc systémique, l'ensemble des marchés énergétiques, marché des matières premières agricoles, marché des matières premières fertilisantes sont mis, je dirais, dans un stress test en temps réel. Et effectivement, on a une résilience qui est quand même présente. Chez nous, ça se concrétise par cette fameuse première ligne. Parmi nos 10 000 collaborateurs, on a un certain nombre, une grande quantité même, qui faisait partie de cette première ligne. C'est-à-dire pendant que moi, et sûrement beaucoup d'entre vous, étaient en télétravail et confinés, eux, tous les jours, étaient au rendez-vous à l'usine pour produire cette matière première fertilisante, ces produits de nutrition animale également, qui sont, je dois le rappeler, essentiels pour faire tourner l'agriculture, pour faire fonctionner ces élevages et ces exploitations. Alors, c'est vrai que pendant ces crises-là, on s'est tous finalement reposés sur des bases. On s'est tous posé la question de comment on allait se chauffer, comment on allait se loger, comment on allait se soigner, et puis comment on allait se nourrir, ce qui fait aussi le lien avec la question que l'on se pose là. Donc, si certains se posent la question, il est clair à mes yeux et aux yeux de tous mes collaborateurs que l'agriculture doit être remise au centre de l'économie française et de l'économie européenne et mondiale, même quoi qu'il en est. Elle représente une petite part du PIB, mais c'est effectivement un élément essentiel. Alors, cette souveraineté alimentaire, chez nous, elle s'est déclinée de différentes manières. Je vous ai dit, le constat, agriculture doit être au centre de l'économie, caractère essentiel, mais aussi stratégique. Il faut noter que le groupe Roulier, c'est finalement l'un des derniers grands acteurs français, capital 100% français, donc indépendant de l'international, présent sur le territoire au plus proche des bassins de production, donc au plus proche des agriculteurs, et qui est capable d'aller fournir des solutions qui sont dessinées à façon, des formules dessinées à façon pour nos clients agriculteurs et exploitants. L'enjeu, il a été aussi, effectivement, vous le citiez, sur les matières premières. Pendant la crise, on a tous pu se rendre compte que finalement le secteur avait laissé des bouts de souveraineté à des acteurs internationaux, à des zones géographiques à l'international, et vous citiez notamment la Russie, et qu'on avait perdu finalement une part de notre souveraineté à travers la perte de ces matières premières fertilisantes qui sont essentielles pour l'agriculture. Alors nous, on a une solution, finalement c'est celle, je dirais même plusieurs solutions en réalité, c'est celle qu'on a toujours employée. On a un groupe familial, un groupe qui regarde souvent le long terme, bien plus qu'ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diversifié, depuis toujours, on diversifie énormément nos sources d'approvisionnement. Ça nous permet justement d'être capable de switcher facilement d'une source à une autre, d'une origine à une autre, d'un pays à un autre. Et pendant la crise Russie-Ukraine, on a été capable très facilement de reswitcher tous nos approvisionnements russes vers d'autres origines. Si on parle encore 2 minutes des matières premières, un enjeu qui me semble aussi important et qui fait le lien avec ce que je viens de dire là, ce sont finalement quelques sources qu'on a ici en local,
Je parle des matières premières organiques, des matières premières qui trouvent leur origine dans l'économie circulaire, des coproduits de l'industrie, par exemple, qui peuvent être aussi une source, et qui sont une source d'indépendance et d'autonomie sur le sourcing de matières premières. Alors, exemple de matières premières minérales, juste pour qu'on soit bien... Matières premières minérales, c'est des matières premières effectivement qu'on va sourcer sur les marchés. On parle de phosphate, on parle de potassium, mais plein d'autres sources. Le groupe Roulier travaille des formes qui sont complexes, qui sont complètes. On parle de sélénium, de molybdène, de manganèse, des mots peut-être qui ne vous disent pas grand-chose, mais chez nous, c'est notre quotidien. Et en l'occurrence, quand on parle de matières premières organiques ou de matières premières recyclées, alors là, on a effectivement des sources qui sont assez diverses, notamment des phosphates issus de l'industrie agroalimentaire. Je vais taire des noms un peu barbares, mais que l'on cherche à exploiter. Et d'ailleurs, et ça sera mon dernier point sur le sujet de la souveraineté, on a quand même quelques complexités sur ce sujet-là. La réglementation, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est pour nous nécessaire. C'est la base finalement de l'excellence industrielle, de la capacité à innover. Mais cette réglementation, elle doit être consistante, elle doit être cohérente au cours du temps pour nous permettre justement d'avoir la capacité à faire cette innovation, la capacité à maintenir ce niveau d'excellence. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure, ce fameux phosphate recyclé, nous on a quelques difficultés à l'exploiter de manière efficace, notamment liées à certaines réglementations. On l'a bien compris, diversification anticipée d'ailleurs du groupe Roulier qui tient sans doute aussi un capitalisme familial, stratégique, avec une réflexion long terme, on va dire, et très ancrée sur le territoire. Julien de Normandie, est-ce qu'on va sortir, est-ce qu'on est en train de sortir, et notamment par cette diversification et par cette relocalisation, on l'a bien compris, d'une toute dépendance, notamment à des pays qui un jour peuvent fermer le robinet, ou en tout cas avec qui il y a une crispation, c'est le moins qu'on puisse dire, géopolitique. Qu'est-ce qu'on a attendu? Pourquoi on a attendu pour un jour se réveiller et se dire, tiens, finalement, on est dépendant d'un seul et même pays pour le gaz et pour l'azote? En fait, on n'a pas attendu, on l'a admis pendant des années. C'est ça la réalité. Je vais vous donner plusieurs exemples. Et il y en a un, moi, qui m'a beaucoup frappé quand j'étais ministre de l'Agriculture, c'est la question des protéines. En gros, pour faire simple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on crée ce qui va devenir ensuite l'Union européenne. Et en son sein, il y a ce qu'on a appelé le traité de Rome qui met les fondements de l'Union européenne en place. Et ce traité de Rome, après le charbon et l'acier, tout de suite se tourne vers l'agriculture en disant on va faire une politique agricole commune. Et ce traité de Rome, il est très intéressant parce qu'il montre bien justement en son sein que la question de la souveraineté et donc de nourrir demain la planète mais avec une vision de long terme est vraiment ancrée dans les fondements même de ce traité. Et pour autant, à cette époque, les États-Unis d'Amérique, donc on est encore dans le plan Marshall, on est encore dans ce soutien très très fort des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'Europe. Les États-Unis d'Amérique disent à l'Europe, ok, faites votre politique agricole commune à une condition, c'est que dedans vous n'incluez pas ce qu'on appelle les protéines végétales. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent créer cette dépendance de la zone européenne vis-à-vis des producteurs américains de soja, d'une certaine manière de maïs, de colza. Et encore une fois, l'Europe fait de la genuflexion. Et alors, à cette date, l'Europe dit OK. En 1992, certains se réveillent en disant on va réintroduire des productions de soja, de colza, de protéines végétales au sein de l'Europe. Levée de bouclier des Américains, on est en 1992, qui saisissent l'OMC et qui appellent ça la guerre du soja. Ils emploient le terme de guerre dans le dossier qu'ils déposent à l'OMC. C'est pour vous dire où est-ce qu'on est. L'Europe frileuse ferme le dossier et on passe à autre chose. Quand j'étais ministre, j'ai eu à renégocier la politique agricole commune. Et quand vous négociez la politique agricole commune, vous mettez en place un certain nombre d'aides. Et l'un de mes objectifs était, en parallèle de ce qu'on faisait, grande préoccupation, Audrey s'en souvient, du président de la République avec un plan dit protéines, c'est-à-dire de relocalisation des protéines en France. Ma préoccupation était de réintroduire des aides pour accompagner nos amis agriculteurs dans la production de protéines végétales au sein du territoire européen. C'est ce qu'on appelle des aides couplées. C'est des coups de pouce pour mettre du soja, du colza, des légumineuses, etc. La France agricole, je me souviens, avait titré
à ce moment-là, de Normandie en croisade pour les protéines. Pourquoi ils avaient fait un tel titre? Parce qu'ils connaissent bien la difficulté du terme de protéines dans les politiques européennes vis-à-vis des réactions des uns et des autres. On a eu beaucoup de mal à convaincre certains pays, beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal à convaincre la Commission elle-même, énormément de mal. Parce que toute cette histoire commune, on a réussi, en fin de compte. En France, on a développé un plan protéines de 100 millions d'euros pour relocaliser. Et ça n'est qu'un exemple très concret d'une forme de contradiction dans les politiques européennes. Un deuxième exemple qui vient nous toucher encore plus. Vous vous souvenez, pendant la Covid, de cet épisode sur la moutarde. Vous vous souvenez, le parcours du combattant pour aller chercher de la moutarde dans un supermarché. On s'est dit, mais au pays de la moutarde de Dijon, comment est-ce possible de ne pas avoir de moutarde dans nos supermarchés? On a entendu parler du Canada, des graines de Exactement. moutarde, on a tout entendu Et sur alors, la moutarde. pourquoi cela? Parce qu'il s'avère que jusqu'au début des années 2010-2015, on avait le droit d'utiliser un produit pour faire de la culture des plants de moutarde, et notamment à côté de Dijon et dans la zone. Ce produit, son nom va vous dire quelque chose, ça s'appelle les néonicotinoïdes. Vous savez, ces produits dits tueurs d'abeilles. Un produit qui, moi, m'a valu beaucoup de critiques, parce que je les ai réintroduits pour la betterave dite sucrière, d'une manière très précise, qui est sur les semences enrobées, etc. Avec des cultures qui sont d'ailleurs cultivées avant floraison, c'est-à-dire avant que la betterave ne rentre en fleurs. Et à l'époque, au Parlement, des députés ou anciens députés s'en souviennent ici présents, on m'avait posé la question en me disant « Mais pourquoi vous ne le faites pas pour la moutarde ?» Alors j'avais expliqué que la moutarde était récoltée après floraison. Et donc, par cohérence vis-à-vis des propos que je tenais, je n'allais pas le réintroduire pour cette plante. Et j'avais ajouté à l'époque « Mais vous verrez, s'il se passe quoi que ce soit au Canada, il n'y aura plus de moutarde dans les supermarchés. » On m'avait qualifié de tous les mots en disant « Vous jouez sur les peurs, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, etc. etc. » Un an après, il n'y a plus de pot de moutarde dans les supermarchés. Et où est-ce que je veux en venir avec cette histoire? C'est qu'en fait, tous ces sujets sont d'une complexité immense. Pourquoi on a plus de moutarde et aujourd'hui, on est dépendant à 80% de la moutarde canadienne, des plants de moutarde canadienne. Mais en Bretagne, Anne de Bretagne avait introduit une plante exceptionnelle qu'on appelle le blé noir. Le blé noir, c'est avec cela que vous faites les crêpes bretonnes. 80% des crêpes bretonnes sont faites avec du blé noir chinois. Chinois. Quand je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des crêpes ce midi, c'est du blé noir, 80% qui vient de Chine. Les betteraves sucrières, c'est ce que j'ai voulu éviter. Mais alors, si le matin vous vous levez en vous disant est-ce qu'on peut utiliser telle et telle chose pour relocaliser, vous allez vous dire non, c'est quand même hyper complexe. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on crée des dépendances vis-à-vis d'autres pays. Le blé noir, la moutarde, les noisettes. 70% de nos noisettes aujourd'hui qu'on consomme en France viennent de Turquie à cause, vous savez, ce petit trou dans les noisettes qu'on voit souvent, qu'on appelle le balanin, qui est un insecte qui vient manger le cœur de la noisette. Ça, on a arrêté là aussi un certain nombre d'outils de production. Ça a complètement empêché nos producteurs de le faire, mais en revanche, on importe des noisettes de Turquie qui utilisent ces mêmes produits. Bref, il y a une forme de contradiction dans tout ça à laquelle on est confronté. Quand je dis ça, c'est pas blanc ou noir. Je dis pas il faut. Moi, je suis absolument pas pour le retour en arrière. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis par là, c'est qu'il faut absolument investir massivement dans les solutions. Je voyais le directeur de l'INRAE qui, sur la betterave, suite au plan qu'on avait mis en place, qui est un plan d'innovation, avait déclaré fin août, donc tout récemment, ça y est, on est en train de trouver, enfin. C'est très bien. Donc il faut investir massivement, mais il faut qu'on réalise tous que bien nourrir la planète demain nécessite de sortir de ces formes de contradiction, surtout si on veut retrouver cette souveraineté que vous indiquiez. Alors, contradiction et complexité, on l'a bien compris, ça ira encore mieux si vous dites galette au lieu de crêpes, pour nos amis bretons qui nous écoutent, mais merci en tout cas pour cette illustration, c'est bien entendu. Audrey, plus sérieusement, la cohérence, ça a été un peu évoqué par Julien Normandie à l'instant et Benoît juste avant, en sous-titre, la cohérence ou l'incohérence des politiques publiques parfois peuvent créer une forme de distorsion justement sur un marché agricole qui est mondialisé. Comment est-ce qu'on fait pour réharmoniser tout ça entre des réglementations européennes et un marché qui est mondial? Je pense qu'on avait tous les deux bien plaidé sur les clauses miroirs et qu'il y a eu, et ça ne viendra que par des accords
où on a des normes équitables et égales, et la souveraineté, elle ne se pense forcément pour moi qu'à l'échelle européenne, ça c'est la première évidence. Et dans les exemples qui viennent d'être donnés, ou même là encore, on voit que finalement le problème, il n'est pas tant dans les champs. Les agriculteurs sauront s'adapter, mais quand on va relocaliser des productions, il faut les outils de triage, de stockage, réindustrialiser, relocaliser tous les maillons. C'est-à-dire que dans le même exemple du plan protéines demain, ça veut dire qu'on a aussi aujourd'hui des outils industriels qui avaient été, de par cette histoire-là, dans une certaine massification des flux, et qu'aujourd'hui, il faut relocaliser des outils, des plus petites unités pour arriver à apporter cette richesse et cette diversification, le faire avec les outils d'innovation de notre temps. Je vais donner un exemple parce que on peut reprendre l'exemple des céréales. Nous, aujourd'hui, on accélère des startups qui permettent aujourd'hui de détecter le taux de protéines dans un grain de blé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, quand on moissonne et qu'on est agriculteur, souvent on prend notre petit sachet de blé, on va jusqu'à un silo qui est de plus en plus éloigné des fermes, notamment en zone périurbaine. Vous mettez 1 heure pour voir la qualité de votre grain de blé, pour savoir s'il va finir dans du pain ou pas dans du pain. Aujourd'hui, on travaille sur l'imagerie de précision qui permet, comme un petit laboratoire de poche, en fait, de prendre une photo et de donner en champ la qualité de ce blé-là. Ça va être super pour les flux logistiques, pour optimiser les silos de stockage. C'est des choses qu'on travaille et, grâce à des soutiens d'entreprises comme Roulier dans notre accélérateur de start-up. Et moi, je suis extrêmement confiante. Et on voit qu'il y aura de la perfection qui devra être dans les champs très techniques, mais on oublie souvent les autres maillons. Des entreprises de territoire qui sont capables d'absorber, et c'est pas en Bretagne, je veux dire que l'agroalimentaire est important, la logistique. On manque énormément d'intérêt et d'innovation sur la supply et l'organisation du travail. Donc oui, le fondement de tout ça, c'est des normes équitables à l'entrée. Et après, c'est une très très grande agilité des territoires pour se ressaisir cette filière de proximité. Pour finir sur la moutarde, suite à cette crise-là, on a vu que dès qu'on arrive à recréer des chaînes de valeur territoriales, eh bien, il y a des agriculteurs qui se sont remis à produire de la moutarde dans les champs. Parce qu'on a aussi peut-être accepté en tant que consommateur, et je conclurai peut-être là-dessus, à payer le juste prix de l'alimentation. Il a bien sûr une haute valeur environnementale, mais il doit aussi prendre en compte une haute valeur sociale ou territoriale. Je sais qu'ici, il y a des labels bretons sur les produits agroalimentaires, et je pense que c'est important aussi de réaffirmer que l'emploi des territoires est vital du champ, encore une fois, à l'assiette. Bon, des normes évidemment cohérentes. On peut faire confiance, vous l'avez répété, on l'a bien compris, aux opérateurs et aux agriculteurs dans les champs. Il y a la question effectivement des semenciers, comment les semenciers vont travailler pour trouver aujourd'hui des espèces qui sont résistantes aux ravageurs, aux pluviométries qui sont capricieuses. Évidemment, Benoît Jiménez, comment est-ce qu'on travaille sur cette nutrition végétale, je viens de l'évoquer, et animale également, en réduisant notre pression sur les écosystèmes et notamment dans ce contexte de raréfaction des ressources? L'enjeu, il est effectivement important. Nourrir en quantité, nourrir en qualité, et puis ne pas dépasser les limites planétaires. Alors nous, on a un credo qui est le produit efficient, la fertilisation efficiente. Cette fertilisation efficiente, elle se décline en fait en différents volets. Une première base qui est basée sur une innovation très forte. Ici à Saint-Malo, on a le Centre mondial de l'innovation, qui regroupe 70 chercheurs, ingénieurs, techniciens de l'entreprise, du groupe Roulier, et qui développe tous les jours des nouvelles solutions qui vont intégrer nos catalogues et qui vont venir servir la fertilisation des agriculteurs et des exploitants agricoles. Rappelez que c'est une volonté vraiment très très forte du groupe de concentrer son R&D ici. C'est une volonté concentrée ici. Pourquoi? Parce qu'on a tapé fort. On a tapé fort. Je vous invite à venir visiter nos locaux. Le CMI, c'est des équipements à la pointe. On a notamment une serre de phénotypage. Cet équipement, il est unique en Europe dans le monde agricole, en tout cas dans le privé. Les autres qu'on va retrouver sont plutôt à l'INRAE. Donc nous, on en a une ici à Saint-Malo. Et pour filer un petit peu avec l'innovation que adressait Audrey, ce système d'imagerie qui permet d'analyser le taux de protéines, c'est ce type d'innovation qui pour nous est très intéressante puisqu'elle vient nourrir une innovation déjà très forte au sein de notre CMI où les chercheurs, ingénieurs, techniciens développent des extraits d'algues, des extraits naturels, extraits de plantes. Donc nous on appelle ça des biostimulants, des biosolutions qui, lorsqu'on les associe à une matière première qui peut être minérale,
mais aussi organiques, mais aussi issus de l'économie circulaire, des matières premières qui sont complexes, avec des formules qui vont répondre à l'ensemble des besoins de fertilisation. Donc associer les deux va permettre de valoriser l'ensemble de la matière première qu'on met au sol. Notre objectif, c'est de réduire au minimum l'ensemble des pertes de ces matières premières dans l'environnement. Alors les pertes, on en parlait en introduction, hein, volatilisation de l'azote sous forme de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre, mais je voudrais aussi mentionner tous les autres impacts, on en a bien conscience, hein, impact sur la biodiversité, les impacts sur les pollutions des eaux, donc la gestion des eaux, et ça depuis quelques années, c'est un peu au centre des échanges et des politiques publiques. Donc tous ces impacts vont être, grâce à cette combinaison de matières premières et d'extraits naturels, vont être très limités puisque l'ensemble de la matière première va être valorisé par la plante. Alors, grâce justement à ces innovations que mentionnait Audrey, nous l'objectif derrière c'est de développer des formules qui vont par exemple permettre de remplir le grain de manière plus importante et d'avoir une fertilisation qui va être la plus fine possible pour que tout aille dans la plante, dans le blé, dans le grain de blé, et qu'on ne le retrouve pas in fine dans l'environnement. C'est ça notre credo, notre force, et ce qui fait que le groupe Roulier survit, même je dirais plutôt depuis 64 ans. Alors l'innovation, c'est pas tout. Le catalogue d'innovation n'est pas tout. Audrey le mentionnait tout à l'heure, la formation des agriculteurs, l'information auprès des agriculteurs, elle est essentielle. Et on a décidé depuis le début, depuis l'existence, la création du groupe, de prendre notre part à ce travail-là. Hein. 4000 de nos collaborateurs, on est 10 000 dans le groupe, donc 4000 de nos collaborateurs ont pour travail d'aller au quotidien à la rencontre des agriculteurs. On estime que tous les jours, on voit 20 à 25 000 agriculteurs à travers le monde pour aller les conseiller, aller leur apporter de l'information, de la formation sur les bonnes pratiques et les bons produits. Et ça, c'est un moyen pour nous que, je dirais, la bonne parole soit diffusée le plus possible auprès des agriculteurs. Bon, Benoît, on est à quelques encablures, quelques mètres des jolies vagues, évidemment, de la baie de Saint-Malo. Un mot sur la filière algues, quand même. On n'a pas encore parlé depuis le début de cette table ronde. C'est un vrai sujet pour Roulier. C'est un sujet qui est très important, la filière algues. On est ici à Saint-Malo parce que il y a alors c'est notre origine aussi, hein, bien entendu, mais on a notre centre mondial de l'innovation aussi parce que sur cette côte bretonne, on a une richesse de l'écosystème qui est très importante. Je vous parlais d'algues tout à l'heure. Effectivement, notre travail au sein du CMI et dans nos sites industriels et au quotidien d'aller produire ces extraits d'algues. Et donc, on a besoin de cette richesse. On estime que sur l'Estran, on a environ 800 espèces d'algues, mais je suis moi certain qu'on en découvre tous les jours des nouvelles. Et c'est au sein de cette richesse qu'on va puiser les petites molécules, les extraits qui vont permettre de conférer des avantages aux productions. Alors, ces avantages, c'est quoi? C'est un développement racinaire plus important, c'est une capacité à résister à des stress thermiques, et on y est aujourd'hui. C'est finalement de l'adaptation aussi au changement climatique. Hein. Et c'est ces extraits qui sont pour nous un trésor, une mine d'or que l'on utilise. On a une société dans le groupe qui s'appelle Newen, qui est spécialisée dans l'algologie. Elle est présente sur la côte nord bretonne et elle exploite, avec des partenariats avec des goémoniers, elle exploite justement ces algues. Elle va les chercher au large, on les transforme, on en fait des extraits d'algues. Bon, fertilisation, nutrition animale et végétale, on voit qu'il y a des vraies solutions, Julien de Normandie. Est-ce que la souveraineté agricole et alimentaire française, elle passe par la relocalisation? Est-ce qu'on a tout, là, les champions, quand on écoute Roulier aujourd'hui, pour que ça se passe en France, cette affaire? Oui, à l'évidence, que ce soit ce que disait Audrey ou les exemples qui viennent d'être donnés, oui. Après, moi, je voudrais vraiment insister, parce que la question, elle est très vaste, comment bien nourrir la planète demain? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un énorme défi, c'est le défi de la production. Il nous faut produire. Il nous faut produire, mais parfois, c'est très compliqué d'accepter de produire. Parfois, on a délocalisé nos productions. Parfois, on se dit que quand je produis, c'est dans un écosystème et que je peux dégrader cet écosystème. Bref, la question de la production dans notre pays est quelque chose de singulièrement compliqué. Et pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'il ne sera pas possible de bien nourrir sans accepter de produire. Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais en Ukraine il y a 6 mois. En Ukraine, aujourd'hui, avec la terre ukrainienne et avec la Russie, dépendent énormément de pays du nord de l'Afrique, mais aussi
de la Turquie, mais aussi d'autres parties d'Asie centrale. Du blé. Mais aussi du maïs, mais aussi d'autres cultures comme le tournesol. En 2009, Barack Obama va en Égypte pour plaider un renouveau des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Moyen-Orient. En 2009, juste avant, les États-Unis d'Amérique et l'Europe représentent 70% des importations de blé égyptien. Aujourd'hui, 60% de l'importation des blés égyptiens vient de Russie. Pareil pour le Sénégal, 100% pour la Turquie, pareil pour beaucoup d'autres pays. Il n'est pas étonnant que le ministre des Affaires étrangères de Russie, M. Lavrov, soit accueilli en Égypte quelques mois après le lancement de la guerre par la Russie en Ukraine. La géopolitique de l'alimentation est aujourd'hui un véritable défi. Dit autrement, pour bien nourrir demain, il nous faut, nous, Européens, accepter de rentrer dans cette question de la production et de la géopolitique de l'alimentation. Deuxième sujet, une fois qu'on se dit « il nous faut produire », et sachant qu'aujourd'hui, vous interrogez nos amis agriculteurs, il y en a beaucoup, notamment les céréaliers, qui se disent « mais pourquoi me demande-t-on s'il est bien ou pas d'exporter ?» Cette question est sans cesse posée dans nos campagnes. Deuxième conséquence de tout cela, si on accepte de produire, il nous faut produire en utilisant des ressources qui sont de plus en plus rares. Bref, il nous faut réussir à concilier production et protection. Tel est le défi. Alors l'innovation est un énorme sujet. Tout à l'heure, quand j'évoquais ces exemples sur la moutarde, sur les galettes ou sur d'autres sujets, l'innovation, les pratiques économiques, la génétique, le biocontrôle, c'est-à-dire des innovations fondées sur le vivant, nous permettent de trouver les voies et moyens pour concilier production et protection. Ça nécessite beaucoup d'investissement, ça nécessite de créer des cercles vertueux. Typiquement, les protéines, lorsque vous en mettez dans vos champs, vous avez besoin de moins d'engrais. Alors vous faites moins bosser le groupe rouillé, mais je pense qu'ils l'accepteront. Et ça vous permet de concilier production et protection. Et dernier point, dans quelques semaines, on publie avec Eric Orsena un livre que nous avons écrit pendant tous ces 12 derniers mois, qui s'appelle « Voyage au cœur de nos contradictions, nourrir sans dévaster ». Moi, je suis convaincu que pour bien nourrir la planète demain, la première chose qu'il nous faut faire, c'est sortir, nous tous, de nos propres contradictions. On a évoqué cette contradiction face au terme de produire. Cette contradiction, comment fait-on pour concilier production et protection ? Cette contradiction, on n'a pas arrêté de vanter l'innovation, mais enfin, l'innovation, la science, elle est souvent aussi beaucoup décriée. Je salue nos amis chercheurs qui parfois se font tirer à boulet de canon dessus. On a des formes de scepticisme, des contradictions face à la temporalité. On voudrait que tout aille très vite. Enfin, vous faites un test dans un champ, ça vous prend 1 année. Et cette contradiction, elle nous emporte, nous aussi, en tant que citoyens. Dit autrement, on est quand même souvent citoyen de bon matin et consommateur passé le quart d'heure. C'est-à-dire que le matin, on se lève et puis on se dit il faudrait que nos agriculteurs fassent ça, 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 nos industriels fassent ça, 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 avec plein de choses. Puis vous arrivez au supermarché, on est plus consommateur que citoyen. Ça emporte beaucoup de choses. Hein. Ça emporte toutes les questions relatives au pouvoir d'achat. Mais ça veut dire quand même énormément derrière cette contradiction qu'on porte en notre sein. On appelle pour beaucoup plus de produits respectueux de l'environnement. La filière bio est en train de se casser la figure. On appelle pour beaucoup plus de produits... L'inflation y est peut-être pour quelque chose un petit peu... C'est pour ça que je dis ça emporte d'autres considérations. Mais il n'empêche que le progrès dans l'alimentation, ce que disait Audrey tout à l'heure, ce progrès dans l'alimentation, on a beaucoup de mal à l'accepter en tant que consommateur. Énormément de mal. Un blanc de poulet ressemble beaucoup à un autre blanc de poulet. Enfin, un blanc de poulet qui vient du Brésil avec des hormones et des antibiotiques de croissance, ça vous donne la dose d'amoxicilline directement chez vous. C'est pas ce qu'on souhaite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ce consommateur, quand il doit sortir de cette contradiction avec le citoyen, pour toutes celles et ceux qui le peuvent, c'est aussi une forme de contradiction auquel il nous faut échapper. Bon, alors ces contradictions, vous auriez pu même aller encore plus loin. On découvrira ça peut-être dans votre livre, qui va sortir effectivement dans quelques jours, publié chez Flammarion. Voilà, je fais la promotion jusqu'au bout, écrit et coécrit avec Eric Orsena. Vous l'avez dit. Audrey Bourlot, quand on va justement dans ces contradictions, ça interroge aussi quel modèle agricole on veut. On veut un modèle agricole qui soit le plus possible décarboné. Ça, c'est possible ?
J'allais dire de la même manière qu'on le souhaite pour l'ensemble des secteurs. Je ne le mettrai pas à part, mais bien avec. Non, mais c'est celui qu'on montre du doigt le plus souvent. L'accusé oui, facile. Mais on a quand même besoin, comme on vient de le dire, d'agriculteurs 3 fois par jour. Et je pense que c'est le même constat. Dans l'inflation, moi, je suis assez frappée d'entendre qu'on parle, et on peut être qu'attristé par le sujet de la précarité alimentaire et ce qu'on entend quotidiennement. On parle que de l'inflation alimentaire, pas des autres inflations qu'on peut avoir. Et on a tous dépriorisé le poste de l'alimentation dans nos choix d'achat. Donc effectivement, c'est un engagement. Manger est un acte citoyen. Faire ses courses, c'est un acte aussi d'engagement de relocaliser nos territoires. Et manger au juste coût une agriculture bonne pour les sols, qui décarbone et de qualité nutritionnelle suffisante. On a tous les atouts, mais ça va demander un effort collectif. Ça ne se fera pas à coût constant, dans un contexte d'inflation qui effectivement n'est pas évident. Donc ni plus ni moins l'agriculture et les agriculteurs feront leur part, mais ça ne se fera pas sans l'ensemble de la chaîne de valeur. Moi, c'est ma conviction depuis 2 ans avec ce projet, et on a tous un rôle à jouer. Encore une fois, les solutions existent, mais elles devront être partagées collectivement. Quelques exemples d'illustrations, d'innovation que vous portez justement pour répondre à ces multiples enjeux qu'on évoque depuis 1 heure, et je vois le temps qui passe, on arrive à la fin déjà. L'équipe accélération va m'en vouloir, mais effectivement, j'ai donné cet exemple sur le blé. Moi, je trouve qu'on a aujourd'hui, on sait mesurer bientôt la biodiversité. Alors, je sais compter ce qui compte ou pas. Le carbone, je pense qu'il y a beaucoup de startups qui, maintenant, avec la qualité des sols, avec des images satellites, on sait voir la capacité de carbone stockée dans nos sols. Là, nous, on a énormément d'entreprises qui viennent nous solliciter sur la biodiversité. Et là, on a trois solutions, dont une qu'on aime bien. C'est une entreprise qui a réussi à catégoriser tout l'ADN des animaux que vous connaissez. Et on va pouvoir commencer à croiser, quand on prend un prélèvement dans nos parcelles agricoles, le nombre d'animaux qui seront passés dans l'analyse du sol, qu'on croisera avec ces données-là, pour quantifier la biodiversité. On le fait nous aussi avec des ruchers connectés. La vitalité des abeilles permet de voir si on a des pratiques vertueuses. Donc j'allais dire, ça va très très vite du côté de l'innovation. Je n'oublie pas, encore une fois, on a juste, et ça sera un message que je lance ici, une toute petite déception, très peu d'entreprises qui s'intéressent aux outils pour mieux s'organiser sur les fermes. C'est un métier qui a subi une transmission familiale et donc de culture très très orale. Si je reviens pour boucler ce que j'ai dit au début, si on a des nouveaux entrants, en fait on voit que c'est un métier qui a été peut-être moins processé, et nous on croit beaucoup avec l'équipe innovation qu'il faut aussi s'adresser sur l'innovation sociale, la planification, l'organisation au travail, parce que les agriculteurs de demain, on l'a vu, ils vont gérer beaucoup de complexité, peut-être des circuits de commercialisation qui seront à la fois longs, export, plus courts selon leur choix d'entrepreneur. Et donc l'innovation, elle est dans les champs, comme on l'a vu, elle est sur la logistique, elle est à tous les niveaux. Donc moi, je suis extrêmement confiante. Et le 3e message, et je conclurai là-dessus, on a un problème de fonds, d'investissement dans l'agritech. Aujourd'hui, on n'a que 2% de l'argent qui est investi dans les startups qui va vers le secteur de l'agritech. Donc je lance un appel à financement. Et comme ça vient d'être dit avec Julien, on ne peut pas attendre dans l'agritech le même retour sur investissement. C'est du pas de temps long. Je ne sais pas faire des entrées et des sorties à 5 ans. Il faut au moins investir pour 10 ans, le temps de trouver des solutions et l'innovation. Et donc il y a une nécessité aussi du rendement financier, d'être un tout petit peu plus lent quand on décide d'investir dans ce fabuleux secteur. Merci Audrey. Alors le numérique, effectivement, ce n'est pas que de l'objet connecté. Benoît, on parle d'innovation, d'open innovation. Vous travaillez avec une attention particulière sur ces acteurs émergents, ces startups qui vont vous accompagner dans l'innovation chez Rollier. Et ça sera le mot de la fin. Et ça sera le mot de la fin. Effectivement, on considère que le CMI, ces 70 ingénieurs, chercheurs, techniciens, ils travaillent chez nous, mais ils ne peuvent pas être représentés l'alpha et l'oméga et l'ensemble des sujets à traiter. Il y en a tellement, et on les a présentés tout à l'heure. Donc au quotidien, nous, c'est une centaine de collaborations actives avec des instituts de recherche. Hectare en fait partie également. C'est aussi une présence au niveau local. Je suis moi notamment membre du cockpit du Pool, donc qui est la French Tech de Rennes. On est présent aussi au village Baïséa à Rennes, et on a pour objectif effectivement de voir émerger ces talents de demain, ces startups qui vont porter des technologies qui nous intéressent énormément, parce qu'elles vont être aussi des solutions qu'on sera capable de combiner avec ce que nous on développe pour proposer ce qu'il faut afin de répondre aux défis qu'on a en face de nous. Benoît, Audrey et Julien, on peut les applaudir tous les 3. Merci beaucoup. Mes chers témoins, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre expression, vos témoignages forts sur ce sujet impérieux, bien sûr, qui garantit notre souveraineté alimentaire. Merci beaucoup à tous les 3. Merci pour votre attention. On poursuit ce programme, toutes les informations sur fe-breton.bzh pour le Forum économique breton. À très bientôt, merci.